Yeah. C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. Yeah. Yeah. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est auteur, écrivain, poète, homme politique, opérateur culturel, député de la 3e circonscription de Poto-Poto, 3e arrondissement de Brazzaville bien sûr, en République du Congo. Ferriol Constant Patrick Gassakis est l'invité de ce programme. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir mon très cher Mano Maner, c'est un plaisir de te retrouver. Mais tu as oublié de dire quelque chose, parce que ça aussi, ça tient compte de ma profession. Je suis de grade ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères. C'est important de le relever. Donc permet que j'ajoute ça à ma petite biographie. Monsieur le ministre, voilà, et toutes nos félicitations en passant. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir dans ce programme. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention en suivant les médias ces 3 derniers mois? Ah, il y a beaucoup de choses. Hein. On y passerait peut-être plus d'une émission à évoquer ces questions-là, mais naturellement, ce qui se passe actuellement en termes d'actualité en Ukraine, donc le conflit russo-ukrainien. Il y a aussi, mais ça c'est quelque chose qui me turlupine depuis un certain temps, naturellement on peut parler du défi écologique. Il y a, bon, c'est vrai que lorsqu'on parle de l'Ukraine, on a un peu peur parce qu'on parle aussi du défi nucléaire, on a peur que ça s'embrase. Et puis naturellement il y a la disruption technologique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on va dire quoi, oui, de l'infotech, technologie, l'infotechnologie, de la biotechnologie. Voilà un peu, ce sont des sujets qui forcément m'interpellent. Et c'est vrai que mes lectures aussi me confortent dans cette idée qu'il faille être très vigilant sur ces questions, notamment le réchauffement climatique et puis notre pays aux avant-postes pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Donc voilà, ce sont des questions qui m'interpellent, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais j'ai parlé de 3 aspects parce qu'il y a aussi les sociétés, le ralentissement de l'évolution de la société. Bon, enfin, voilà des questions nombreuses sont les questions qui m'interpellent. Voilà, alors Ferriol Gassakis, ministre plénipotentiaire de 3e classe, auteur, écrivain, poète en politique, opérateur culturel, producteur musical, député. Laquelle de ces casquettes vous plaît le plus? Non, je me sens bien avec toutes les casquettes. Et en réalité, je suis à 1% de mes capacités, de mes facultés. 1%? Donc, oui, absolument, absolument, oui, oui. Ah bon? Et donc j'aimerais faire bien plus. En fait, je n'aimerais pas m'arrêter. Et je pense qu'on s'arrête, il y a bien un jour où chaque humain s'arrête. Quand on se retrouve à la droite de Dieu le Père, on a le temps, on a une éternité pour se reposer. Mais là, aujourd'hui, je pense que tant qu'on peut faire quelque chose, un temps soit peu fraternel, il faut le faire. Alors avec toutes ces casquettes, comment vous vous prenez? Je sais pas, non, c'est vraiment pas difficile. Départager le temps? J'ai le temps pour ça, mais en fait, comme on dit, c'est vrai qu'il faut savoir le distinguer, le séparer. Mais il y a 24 heures dans une journée, hein, donc 24 c'est 3 fois 8, et il faut tout simplement savoir s'organiser. J'ai pas de souci avec ça. La famille, elle est aussi primordiale. Et évidemment, lorsque
Vous parlez du boulot, il faut, parce que le travail, ça a fermé, ça a franchi. La culture aussi, ça permet d'avoir un cran dessus. Que puis-je dire de plus? La production, enfin c'est vraiment, on a beaucoup plus parlé de travail, mais aussi le travail et l'amour. Donc je pense que ce n'est pas très difficile de concilier ces impératifs. Comment vous êtes venu à l'écriture? Mais en réalité, je pense qu'on ne le sait pas. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que très jeune, donc dès ma tendre enfance, lorsque je voulais communiquer avec mes parents, je le faisais beaucoup plus par des petits mots. Je pense que ça a été déclenché à ce niveau. Vous savez, à une certaine période, j'avais quelques petits problèmes de santé et je l'ai tellement bien exprimé à ma mère à l'époque et que tout de suite après, je me suis retrouvé en France pour des soins. Donc je pense que j'ai commencé à prendre goût et je communiquais aussi beaucoup avec mon père. Je me suis retrouvé un peu éloigné de mes parents très, très jeunes et on a beaucoup communiqué. Donc déjà, il y avait ce lien épistolaire. Et puis après, on va dire que après le FESPAM, parce que je fais un raccourci. Après le FESPAM en 2003, comme vous le savez, j'étais aussi commissaire général du FESPAM. Et lorsque j'ai dû arrêter en 2005, un excellent ami, M. Jean-Paul Pigas, des Dépêches de Brazzaville, m'avait proposé de faire des chroniques, une chronique culturelle au niveau des Dépêches. Et à chaque fois vous signez vos chroniques. J'y ai pris goût. On pourrait dire que le déclic c'est 2003. Mais en 2019, j'ai pu sortir mon premier roman parce que je voulais justement éditer mes chroniques. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas écrire tout simplement un roman et puis voilà. Donc c'est venu naturellement cette envie? Naturellement, il y a toujours un déclic. Ah d'accord. Et si l'on vous demandait pourquoi écrivez-vous? On écrit parce que quelque part, on pense avoir un message à donner. On écrit aussi parce qu'on a une certaine colère qu'on veut exprimer, il y a un ressenti qu'on veut exprimer. On écrit aussi pour pousser les gens à lire entre les lignes. Et on écrit parce que, oui, souvent ça dit que l'écrivain, en fait, on écrit aussi pour instruire. On écrit pour aider, en réalité, de manière synthétique, je pourrais dire qu'on écrit pour aider, pour apporter sa contribution. Celui qui écrit, c'est souvent un révolté. Il a un cri là qu'il refoule quelque part intérieurement et après il faut que ça sorte. Et souvent c'est un peu on dénonce pour dénoncer aussi. Donc pour vous, l'écrivain a un rôle dans la société? Ah, absolument, et c'est un rôle qui est essentiel. Tout simplement, il faut qu'on sache, parce que c'est bien beau d'écrire, mais vous écrivez pour qui? Il faut qu'on puisse vous lire. Or qu'on a un problème actuellement, c'est que la lecture elle est vraiment en branle, elle est très négligée. Donc il faut susciter tout ça, il faut pousser nos sociétés à repartir vers la lecture. Donc ça, c'est un autre combat. Je suis un homme, un globe-trotteur, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai un œil, on va dire, averti, et beaucoup d'expérience, j'ai vécu beaucoup de choses, la chute du mur de Berlin, pour ne citer que ça, et donc au niveau du monde, je peux aussi être un bon analyste, un bon critique. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, il n'y a pas longtemps, que lorsque j'ai la dernière émission, je me rappelle que dans notre entretien, vous aviez évoqué la crise du Mali avec la destruction des monuments de Tombouctou. On a remarqué que Feriol Gassaki s'était vraiment enfoui dans la culture, pas seulement musicale, mais aussi parler des monuments. Non, la culture avec un grand C. En réalité, comme disait quelqu'un... Vous aimez les arts? Oui, la culture, les arts. La tradition, en réalité ici il s'agit de tradition beaucoup plus parce que l'Afrique pour moi c'est un réservoir, c'est un trop plein d'énergie et on a trop malheureusement tendance à l'oublier. L'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est pas moi qui le dis et c'est pas moi qui le démontre, ce sont les scientifiques. Lorsqu'on parle de Lucie, de nos ancêtres, ce sont des Noirs et tout est parti de là. Moi, voilà, et alors moi j'aime citer tout le temps Cheikh Anta Diop parce que je pense être un Diopien et malheureusement je ne peux pas me séparer de l'histoire et l'histoire confirme cela. Tout simplement, je pense que à travers une certaine trajectoire, on s'est fourvoyé, on s'est trompé, on s'est arrêté, on a oublié que nous étions à l'origine du monde. Et donc il faut rattraper, il faut réhabiliter tout ça et moi je fais partie de ceux qui veulent rappeler cela. Alors parlons de l'édition
comment vous êtes rentré avec l'éditeur? Bon. Est-ce que l'éditeur était... Comment il a réagi lorsque vous lui avez présenté les textes? Ça s'est plutôt bien passé, mais on peut le citer, hein, c'est l'Harmattan. Alors c'est vrai que ma première expérience c'est avec les éditions l'Harmattan, et ça s'est plutôt bien passé, parce qu'au départ c'est un synopsis que je transmets, une histoire, une trame que je raconte, et très vite ils ont adopté, ils ont accepté le principe. Après, il y a eu des corrections? Non, au départ c'est pas des corrections, c'est-à-dire que quelle est l'histoire, qu'est-ce que vous voulez raconter. Donc c'est ça, on accepte le principe et puis après j'envoie un texte. Mais évidemment qu'après quand je renvoie le texte plus approfondi, il y a des corrections parce que comme je disais, la perfection n'est pas de ce monde. Il faut plutôt chercher à s'en rapprocher. Et ces corrections sont les bienvenues parce qu'il faut donner quand même un texte propre. Et c'est à ça que ça sert les éditions. Donc ça s'est très bien passé. Et je veux faire un clin d'œil à M. Makiodi Jackson parce qu'aujourd'hui nous en sommes à 4 ouvrages avec l'Harmattan. Oh bon, je leur ai fait une petite infidélité, mais bon, j'étais allé dans la poésie parce que j'ai estimé que l'Harmattan, je faisais les romans avec eux et je me suis retrouvé un peu, on va peut-être revenir dessus, mais il y a un jeune qui s'appelle, qui est les éditions Renaissance africaine à Paris, c'était pour lui donner un coup de pouce. Et je me suis dit, parce qu'il y a aussi ce côté-là du cœur, où je me dis qu'il faut aider les jeunes qui veulent émerger. Le jeune s'appelle Elvez. Et donc, je lui ai donné mon recueil de poèmes. Alors, comment votre premier bébé, votre premier livre a été reçu par le public? Les hasards du destin. Il était bien accueilli. Évidemment, avec un titre très évocateur. Oui, mais c'est ça, parce que j'ai compris qu'il faut susciter quand même la curiosité. Et... Vous aviez l'embarras du choix avec le titre ou non, 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 bon, il y a des choses qui viennent comme ça, peut-être j'ai horreur de dire naturellement. Mais j'ai parlé, je pensais à destin et j'ai parlé à hasard. Ce sont deux termes qui s'entrechoquent. Et on vous dit, est-ce que le hasard et le destin, quelle est la différence? Vous donnez des définitions. Mais en fait, je pense qu'il faut titiller le lecteur parce qu'il est important de bien réfléchir. C'est un titre évocateur qui évoque. Il est important de bien méditer sur le titre et sur la couverture. Et après, ça permet à l'éventuel lecteur, l'acheteur, le consommateur, de se rapprocher de vous. Donc nous avons lancé en 2009, 11 juin, nous avons lancé ce premier ouvrage. Et oui, j'étais bien... Un succès. Non, bon succès non, mais j'étais bien reçu par la critique parce que vous savez, c'est comme un peu partout. Hein, quand vous arrivez dans une communauté, avant de vous accueillir, il faut faire vos preuves. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis quand même accepté dans la communauté, dans ce milieu littéraire. Est-ce que vous faites partie d'une association des écrivains ou non, mais je suis Électron Libre. Oui, Électron Libre, mais je suis tout naturellement de l'UNEAC, hein, Union des écrivains artistes congolais, avec le ministre d'État Henri Njombo. Donc je me sens solidaire par rapport à ça déjà. Et puis je suis un artiste avant même d'avoir commencé à produire des ouvrages. J'étais déjà un peu dans la famille, donc aujourd'hui, je pense que c'est juste un plus. Hein. Alors, votre pays, la République du Congo, terre des écrivains, oui. Tikaya Otamsi, Henri Lopez, Alain Mabankou, Guy Menga, pour ne citer que ceux-là. Jean Malonga. Jean Malonga, le premier roman, écrivain. La légende de Fumuma Mazuno. Ils sont nombreux, celui-là Boutonsi. Mais celui-là, c'est parce que c'est le premier. Ah, on connaît la littérature, en fait, on cite toujours Jean Malonga en référence. Jean Sonny Laboutonsi. Oui. Alors, et Alain Mabankou aujourd'hui qui fait notre fierté. Alors, vous avez une préférence? Ah non, je n'ai pas de préférence. Moi, je puise dans ce melting pot, dans cette diversité. Et je suis fier de tous. Moi, je rentre très récemment de Libreville, premier festival du livre gabonais et du livre et des arts gabonais. Et franchement, je vous assure que j'étais très fier parce qu'en réalité, cette littérature, cette grande littérature au niveau de l'Afrique. Vous avez reçu un prix? Oui, j'ai reçu un prix. Vous n'avez pas fait trop du bruit sur ça? Non, mais on n'a pas besoin de faire du bruit. Comme on dit, c'est comme l'argent, ça n'aime pas de bruit. Mais je suis heureux. Il y a eu la saison littéraire congolaise. Et on a senti en vous l'émotion. Oui, beaucoup d'émotions. Mais là, je vais même très bientôt à Dakar pour prendre un autre prix. Oui, c'est ça qui encourage. Parce que l'écrivain, le romancier, il a besoin justement de ces prix pour être motivé. Et moi, aujourd'hui, j'ai toutes les motivations nécessaires pour aller de l'avant et continuer à tremper ma plume dans l'encre et pour livrer mes réflexions, pour livrer
mes contributions. C'est comme ça que je vois le rôle de l'écrivain. Alors, à l'ère des antiques, des nouvelles technologies, là où l'Android occupe beaucoup d'espace, le portable, est-ce que le livre physique a encore un avenir? Oui, je pense, oui, oui, il y a cette sensation. Moi, personnellement, c'est vrai que je m'accommode de tous les genres. C'est-à-dire que le livre audio, le livre physique, comme vous dites, le papier, il est nécessaire. Vous savez, parce qu'il y a certaines sensations. C'est facile d'écouter l'audio, bon, c'est vrai. J'aime bien écouter, je vous prends le Don Quichotte. Mais la lecture sur le papier, c'est-à-dire que ce papier qu'on froisse, qu'on tourne, la page que l'on tourne, moi je suis de cette vieille école. Mais en réalité, je n'ai pas à condamner à refuser les nouvelles technologies, bien au contraire. Ça permet peut-être d'avoir une lecture plus rapide. Hein, et ça, je ne crache pas dessus. Au-delà des récompenses, qu'est-ce qui vous motive? Non, tout ce qui me motive, c'est que je me dis que l'écrivain a un message à porter. C'est un instructeur, c'est un éducateur. Il peut permettre... Je vais prendre un exemple. Là, je viens de faire... mon dernier ouvrage, c'est une biographie romancée sur mon défunt père. Mais je trouve que je trouve que ce monsieur avait un fort message à passer parce que le message que je veux passer à travers ce roman, c'est la persévérance, c'est la méritocratie. C'est-à-dire que c'est des gens qui se battent. Et c'est ça le message qu'on doit faire passer. Je ne me situe qu'à ce niveau en termes d'écriture. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je lis plusieurs livres à la fois. Ah bon? Oui, c'est une méthode de lecture qui vous permet d'être un peu divers. Il y a un auteur juif qui s'appelle Noah Harari et c'est 21 idées pour le 21e siècle. C'est quelque chose de formidable. C'est un auteur israélien. Y a-t-il un livre que vous lisez chaque jour? Non, j'ai comme ça des livres de chevet, mais là c'est ma lecture actuelle. Ah, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu en sous-bassement, j'ai Cheikh Anta Diop. Hein, l'anthologie nègre de Cheikh Anta Diop. Vous ne cessez de lire? Il est là. Et bon, enfin, et puis en fait, en réalité aussi, j'aurais dû citer la Bible, qui me sert de référent parce que c'est le livre le plus lu. Mais il y a, donc je parlais de Yuval Noah Harari. Je peux vous citer aussi Michel Onfray, La sagesse. Donc vous avez plusieurs livres. Oui, mais parce que donc vous n'avez pas un dernier livre que vous avez lu? Non, actuellement j'en lis 3, hein, parce qu'il y a aussi la mythologie. Oui, c'est plusieurs comme ça. C'est-à-dire que je décide le matin de lire quelques pages de ce livre et après l'après-midi, ainsi de suite. Non, je lis beaucoup, il y en a plusieurs. Et alors, aussi Tikae Utamsi. Vous n'avez pas parlé comme parmi les albums de Terre Sacrée, et un titre que vous avez signé qui s'appelle L'Argent. Alors, gagnez-vous de l'argent avec cette activité ou ça c'est le grand problème. Elle vous coûte plus? Non, ça c'est le grand problème. Mais je ne suis pas là. En réalité, je le fais, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est beaucoup plus pour, c'est pour permettre une passion. Bon, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais je suis quelque part favorisé. Et c'est pour permettre à certains de saisir la substance du message que je veux faire passer. En fait, il y a des choses à dire. Et je le dis à travers mes livres. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'édition, au niveau de la publication. C'est un peu compliqué, on va peut-être en parler. Mais nous n'avons pas encore d'édition digne de ce nom. En réalité, ce sont des éditions qui ne sont pas là pour permettre à l'artiste de gagner de l'argent. Donc, vous perdez plus que vous ne gagnez? Je pense que oui, mais bon, chez moi, ça s'équilibre quand même. Parce que, bon, lorsque je présente un ouvrage, ils viennent assez nombreux pour l'acheter. Hein, donc, en réalité, je pense que, là, tout à l'heure, je vous ai parlé de faveur, de favoriser. Je pense que je suis quand même favorisé de ce point de vue. Mais je ne m'en enorgueillis pas. Alors, comment peut-on appeler votre style d'écriture? Est-ce que vous avez un style d'écriture? Comment on peut appeler cela? Si on peut parler de style, c'est parce que je suis quelqu'un de très libéré. C'est-à-dire qu'il se rapprocherait plutôt du style de mon papa, le général Mondele Ngolo. C'est-à-dire qu'il n'obéit à aucun style, qui se laisse aller et qui dit, qui compte, qui n'a. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, même dans la poésie, on n'est plus obligé de se limiter à des quatrains, des strophes. Aujourd'hui, il faut tout simplement lâcher, donner le style.
Et aujourd'hui, ma plume à moi, elle est libre. Mais bon, c'est vrai que, en fait, je pense être tout simplement conditionné par le beau, par l'esthétisme. J'essaye. Je n'ai pas cette prétention. Mais je suis dans le roman parce qu'en fait, on dit c'est un romancier. Je fais du roman, je fais du poème. Je me suis aussi donné à l'essai. Peut-être prochainement à la nouvelle, pourquoi pas. Au score. Oui. Alors parlons de vos publications. On a évoqué votre premier bébé tout à l'heure, Les hasards du destin. Oui. Alors de quoi parle ce livre? Bon, mais vous et savez, pourquoi ce titre? Mais ça vient comme ça. Vous savez, au départ, quand on écrit un livre, on pense au titre d'abord. Hein. Parce qu'il a eu 1000 titres. Oui, bien sûr. On pense d'abord au titre. Non, mais bon, non, on ne pense pas au titre. C'est-à-dire que c'est l'histoire qu'on veut conter. Moi, mon histoire, c'était l'histoire d'un couple affermi, assis, mais qui a traversé 1000 embûches. C'était autobiographique? Pas nécessairement. Tout le monde peut se retrouver dedans. Ah d'accord. Tout le monde se retrouve dedans. Je ne dirais pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au premier... lorsqu'on m'interrogeait après la sortie de ce roman, je disais que ce n'était pas moi. Mais je me retrouve bien dedans aussi. Ah bon? Oui, donc tout le monde oui, tout le monde se retrouve. C'est ça la force de la romance. Mais c'est un couple qui a traversé 1000 embûches, qui a voyagé à travers le monde, qui a subi toutes les tribulations, qui finalement, parce que ce qui compte, c'est la fin qui justifie les moyens. Et la couverture, elle est originale. Oui, mais bon, la couverture... Et qui symbolise un peu... C'est terrible la couverture. C'est de l'art, ça. Oui, naturellement. Celui qui m'a offert ce tableau... Ah, c'est un tableau? Oui, c'est un tableau qui a été peint par mon oncle Jean-Paul Pondé. Je dois lui restituer parce que c'est le César du moment. Et c'est comme ça qu'il voyait son neveu qui est devenu député. Donc il y a il y a une illustration, il y a des plumes, il y a une écharpe nationale, il y a un globe, oui, le globe terrestre. Donc tout ça, ça se retrouve à travers. C'est un peu, pour lui, c'était sa manière d'illustrer. De vous définir, oui, en quelque sorte. De me définir. Et après, bon, ben, il y a eu cette histoire-là. J'ai estimé que ce tableau-là était vraiment indiqué. Apparu en 2020, La foi de Ferréol. Oui. Encore un titre évocateur, La foi de Ferréol. Oui, c'était un peu une histoire d'évoquer mes convictions, mes passions, ce en quoi je crois. Mais surtout, il est important de le rappeler, c'est qu'on s'est retrouvé dans une période Covid, très dure. Personnellement, j'ai été impacté par cette maladie et je suis resté à un certain moment alité. Et évidemment, ça vous donne des idées, je n'allais pas dire de suicide, mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas très loin du trépas. Moi, je suis passé par là. Et pendant ce moment assez difficile, j'ai pensé à deux aides particuliers. Mon épouse et ma mère. Et en fait, je ne dirais pas que j'ai composé les poèmes pour elles, pardon, mais elles m'ont largement inspiré pour écrire ce recueil de poèmes. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il y a un jeune qui essaye de faire ses armes à Paris, aux éditions Renaissance africaine. Je lui ai donné ce recueil pour publication. Mais c'est vrai que c'était sur fond de Covid et ma foi, j'exprime un peu ce en quoi je crois. Mais les choses que j'aime bien, que j'exècre, notamment j'adore le beau, l'esthétique, la vérité, la fidélité, je suis un homme fidèle, la fraternité, enfin tout ça s'est exprimé à travers ce recueil. Donc La foi de Ferréol. Oui, oui. Et votre main est prolifique. Dans la même année, oui, est apparu Frikia, Pèlerin des âges. Absolument. Et là, on est encore dans la quête parce que... Même année? Oui, bien sûr. Mais vous aviez dit, à quel moment vous écrivez? Mais bon, en réalité, il ne faut pas se voiler la face, on a du temps. Hein. Ah bon? Oui, on a quand même... Avec toutes vos occupations? Non, on a du temps. Mais c'est-à-dire que, vous savez, c'est l'inspiration aussi, c'est selon ses heures. C'est-à-dire qu'il y en a qui passent leur nuit à dormir, il y en a qui sont perturbés dans la nuit parce qu'ils ont quelques... Vous enregistrez? Ça m'arrive. Non, j'ai mon laptop et puis souvent je me lève à 3h, 4h du matin et puis j'ai des idées comme ça qui me viennent. Et mon épouse ne comprend pas toujours, mais maintenant elle commence à comprendre. Je me lève parce que je veux cocher, noter quelques idées et puis après le lendemain je les peaufine, je les amende. Alors le livre? J'ai le temps. Le livre Frikia, Pèlerin des âges, là aussi, bon, j'ai tout à l'heure parlé
de mon côté africaniste. C'est une histoire assez belle. Là, on est vraiment dans la fiction parce que c'est un individu qui obtient l'immortalité et qui arrive à se balader à travers les âges, à travers les temps. Et donc, à travers les temps, il rencontre beaucoup de personnages. Et ce sont des personnages qui ont marqué aussi l'histoire de l'humanité. Donc, ça peut partir de Cléopâtre, d'Imhotep, qu'on présente comme le premier architecte noir pendant la période antique. Il découvre des personnages aussi illustres comme Amani Shaketo, on l'appelait la déesse nubienne, qui a tenu tête à certains oppresseurs romains. Voilà, donc on va finalement chuter sur Obama, donc il part de l'Antiquité pour arriver à notre contemporain, vous voyez. Donc voilà, je m'amuse comme ça. Et comme j'aime bien, par exemple, écouter la musique classique, pour ne prendre que cet exemple, il rencontre des personnages comme Mozart, comme Jean-Sébastien Bach, comme Pachelbel. Parce que ces gens-là, quand vous écoutez leur musique, vous avez envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils pensent? Oui, c'est un sacré voyage, oui, c'est une quête. Un voyage à travers le temps. Est-ce que vous regardez les dessins animés? Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais un fanatique, j'ai eu ma période aussi de dessins animés. Bon, elle est un peu lointaine, mais j'ai été Tex Avery, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et à l'époque, on disait les bandes dessinées, c'était Pif, c'était Astérix, enfin tout ça. Je suis passé par cette école. Oui. Voilà. Et un autre, Cadena. Vous savez de quoi je parle dans Cadena? Et j'adore parce que Cadena commence à me donner beaucoup de distinctions. C'est Cadena qui commence à m'introduire, on va dire, de manière officielle dans la cour des grands, entre guillemets. Cadena, vous savez c'est quoi? Pourquoi? C'est un certain nombre d'amis qui se sont retrouvés. Ça a commencé, ils étaient d'abord 3, 5, après 7. Ils n'ont pas pu ouvrir encore plus ce cercle d'amitié. Donc Cadena, ça dit qu'à 7, essayez de comprendre parce qu'en réalité, voilà, en fait Cadena, ça parle d'amitié. Mais il faut ajouter que Cadena, ça c'est le roman parce que là encore, je vous ai parlé tout à l'heure du style du général Mundele Ngolo. Cadena, en fait, le concept, c'est 2 genres dans un même volume. C'est-à-dire qu'il y a le roman Cadena, et après il y a un essai où j'exprime, je soumets à mes lecteurs une thèse pour dire que l'amitié n'est pas assez vantée à travers la littérature. Depuis, elle n'a été pas aussi bien vantée qu'à l'Antiquité. Je parle d'auteurs comme Plutarque, Cicéron, c'est eux qui ont parlé d'amitié. Mais aujourd'hui, lorsqu'on veut vendre à M. Mano Maner un roman, on lui parle beaucoup plus d'amour, on lui parle peut-être d'actes sexuels, de sensualité, mais on ne parle pas d'amitié. Alors que pour moi, je pense que l'amitié, c'est quelque chose de très porteur. Vous voyez, c'est ça un peu ma thèse. C'est terrible, on m'a posé la même question il n'y a pas si longtemps. On a même dit que j'avais permis de dépasser le complexe d'Oedipe. Parce que toujours on écrit sur les mères, mais pourquoi pas sur les mères? Pourquoi pas sur les pères? Pourquoi vous avez écrit sur votre père? Mais il semblerait que j'ai brisé quelque chose, un mythe. Mais en réalité, la réponse, moi, est toute simple. Mon père, ça fait 22 ans qu'il est parti à l'Orient éternel, qu'il a trépassé. Ma mère, elle est encore en vie. Et quand je fais ce projet-là, je le fais même avec ma mère parce que son témoignage est à l'intérieur. Donc elle fait partie des gens qui m'ont aidé à l'écrire. J'ai le même amour pour les 2 êtres. Tout simplement, pour moi, je considère ça comme un devoir, une obligation de rendre témoignage et honneur devant les cendres de mon père. C'est quelqu'un que j'aimais profondément. Votre héros? Oui, absolument, on peut dire ça parce que c'est quelqu'un qui était exemplaire, digne. Et vraiment, c'est quelqu'un dont on peut... C'est vraiment un héros. Merci de me prêter le mot parce que c'est quelqu'un qui s'est battu, qui n'avait aucune qualification, et qui avait sans doute, oui, je peux le dire, des qualités, et qui s'est forgé tout seul, en autodidacte, et qui s'est retrouvé vraiment sur les plus hautes cimes. Vous voyez, il n'y a pas de meilleur exemple. C'est-à-dire qu'on parle de méritocratie. Et aujourd'hui, dans notre société déliquescente, je pense qu'il faut convoquer la jeunesse pour lui dire voilà ce qu'il faut vous battre. C'est quelqu'un qui n'avait qu'une seule ambition, réussir dans la vie. Parce qu'il a connu tellement de tribulations, on lui a fait subir tellement de misère, il venait de son Bunji natal et il s'est retrouvé à Brazzaville en France. Je fais un raccourci. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ENA en France, l'IEHDON. Il s'est retrouvé là-bas en face de gens qui avaient
des bacs, des gens qui avaient des licences. Lui, il n'avait pas ses diplômes, mais il avait un niveau formidable et il excellait. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé, il a eu son diplôme de l'ENA et il s'est retrouvé comme administrateur des SAF ici au Congo. Et il s'est retrouvé dans pratiquement, il a été directeur de cabinet dans pratiquement tous les ministères. Donc c'est quelqu'un qui a, ça dit que c'est un exemple à suivre. Alors, il faut pousser. Sans vous couper, non, je sens de l'émotion. Oui, bien sûr, c'est mon père. L'adrénaline qui se lit sur votre face. Est-ce que, alors, quel est le souvenir gardez-vous de votre enfance? Est-ce que c'était un papa qui tapait, un papa chicote? Oui, bien sûr. Absolument. À quel moment absolument, il tenait sa chicote? Mais il était très, très dur. Hein. Mais bon, je vais quand même vous avouer quelque chose. Je ne dirais pas que j'étais son préféré, mais moi, il ne m'a pas trop torturé par rapport aux autres frères et sœurs. J'étais un peu leur porte-parole. J'étais celui, ça c'est un peu la nature, peut-être que j'ai aussi acquis ça de lui. Qui faisait la médiation? Oui, la médiation, et c'était le rebelle. C'est-à-dire que j'étais celui qui lui tenait un peu tête. Mais ça, c'est un peu ma nature à moi. J'ai peut-être tiré ça de lui, parce que c'était aussi ça à mon père. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas qu'on lui impose un diktat. Voilà. Et moi, je suis un peu dans cet esprit. C'est pourquoi je suis tellement calqué sur lui que voilà, je pensais qu'il fallait lui rendre cet hommage. Il était nerveux souvent? Très nerveux? Oui, quand même. C'était quelqu'un qui avait la ceinture, on va dire la ceinture facile. Très jaloux. Pas de truc avec maman? Non, c'est-à-dire que, bon, la mère, elle joue toujours son rôle d'arbitre pour atteindre, mais c'était quand même quelqu'un qui était difficile à tenir. Et moi, j'ai toujours pensé, vous savez, merci de poser la question. Lorsque je préparais justement la rédaction de ce roman, j'ai posé la question à ma mère pour savoir si elle était jalouse. Et c'est terrible, elle m'a répondu que non. Si mon père était jaloux, elle m'a dit que ce n'était pas un monsieur jaloux, bien au contraire, c'est elle qui était jalouse de ce monsieur. Ah bon? Parce qu'il avait un attrait sur la gente féminine et c'est elle qui était très jalouse. Oui, c'était un homme, c'était un séducteur. Il savait parler aux femmes, il savait plaire aux femmes plutôt. Et vous, quel genre de père êtes-vous? Est-ce que vous êtes le genre de votre père envers vos enfants? Non, on n'a pas cette... non, mais je suis un peu... Non, je ne suis pas méchant, je ne suis pas dur vis-à-vis des enfants. Au contraire, je laisse la bride. Ah, d'accord. Mais lui, en fait, Paul Pascal Gassakis, il a essayé de nous circonscrire, de nous maîtriser totalement. Ce n'est pas mon cas. Mais bon, autre mœurs, autre époque et puis autre caractère, je veux dire. Autre chose à présent, le 15 juillet 2021, vous aviez été nommé ministre plénipotentiaire de 3e classe. 3e classe, que veut dire? Oh, c'est tout simplement, il n'y a pas de quoi épiloguer dessus, c'est juste un grade. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'au niveau des affaires étrangères, vous savez, c'est comme dans l'armée. Hein. Ah, d'accord. Hein, on est général, on arrive au sommet et on a fait une belle carrière. Aux affaires étrangères, c'est la même chose. Ministre plénipotentiaire, on va dire, ça équivaut au grade de général dans l'armée. Et évidemment, il y a des classes et c'est jusqu'à un certain niveau. Quoi. Tout simplement. Mais je suis aux affaires étrangères, je suis des affaires étrangères depuis 1991. Donc depuis, c'est vrai que l'eau a coulé. Vous avez fait une parenthèse au transport après? Oui, j'ai fait beaucoup de parenthèses parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mon côté divers, vous avez parlé des transports, il y a aussi la culture. Je me suis retrouvé commissaire général du FESPAM. Je suis cet homme-là multiple qui veut faire beaucoup de choses. Alors comment vous aviez vécu cette nomination? Au FESPAM? Non, en tant que ministre. Comme quelqu'un qui est satisfait, qui pense avoir accompli le bon travail, tout simplement, quelqu'un de méritant. Mais c'est vrai qu'on se bat depuis. C'est-à-dire qu'on est Congolais, on le revendique. Et haut et fort, on pense qu'on a droit à certains égards. Par exemple, c'est un peu au même titre que les croix, les ordres de mérite, de dévouement. Commandeur de l'ordre de mérite, voilà, c'est-à-dire quand on reçoit, on dit merci. Mais bon, c'est pas comparable parce que ministre plénipotentiaire, il y a aussi, comme qui dirait, il y a un petit gain pécuniaire et c'est ça. Je ne dirais pas que tout être humain aspire à ça, mais en fait, c'est la promotion naturelle et normale pour quelqu'un qui travaille. Alors, Feriol Gassakis, c'est la politique. Oui. Qu'est-ce qui vous emmène en politique? C'est vrai que d'aucuns étaient surpris. Comment ça, surpris?
de voir que Feriol Gassakis, en plein pied dans la politique, est membre d'un parti politique. Mais PPG dont on parle, il était membre du parti Congolais du Travail. PPG est mon père dont je parle. Ma mère a été membre influente au niveau de l'URFC. Sa mère, elle, était présidente du département de la cuvette de l'URFC. Non, c'est-à-dire que ça, c'était pendant le mono. Ce sont les gens qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai toujours été trompé, j'ai été moulé dans ce milieu. Donc la politique, je l'ai vécue dès ma première naissance. C'est-à-dire qu'on a vécu les périodes de Marien Gwabi et celles qui ont suivi après. Non, je suis un enfant, pour ne pas dire de la balle, je dirais que je suis un enfant du PCT. Ça, c'est incontestable. L'UGC. Non, militant, c'est à un certain moment. Parce qu'il est important de faire des choses. Peut-être qu'il y a eu, c'est peut-être l'âge de la maturité qui m'a poussé, mais bon, je ne sais pas, on ne va peut-être pas insister dessus, mais c'est vrai que les choses, on devrait les faire, de mon point de vue, différemment. Donc c'est ça aussi qui m'a poussé à militer pour dire, mais il faut peut-être réajuster certaines choses. Mais on peut dire que je suis dedans, je suis tombé dedans quand je suis né. Hein, et si l'on vous demandait quel sens donnez-vous à cet engagement? Non, c'est le sens du sacrifice, du don de soi, de l'abandon, mais surtout parce que je persiste et je signe. Notre société est en train de s'effriter. Et il faut quelque part, il faut qu'il y ait un sursaut, il faut qu'on le relève. Mais quand je dis notre société, je veux beaucoup plus parler de notre jeunesse. Notre jeunesse a besoin d'être reprise en main. Et ça, je pense qu'il faut tout le temps, il faut marteler, il faut le dire. Et c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'avenir, c'est pas qu'on dit, c'est vrai que c'est la jeunesse, c'est la couche la plus active, la plus nombreuse. Elle doit prendre le relais. Mais pour prendre ce relais, il faudrait qu'on soit assuré qu'elle va assurer... Mais ce discours, il y a longtemps que ça dure. Et ces jeunes deviennent adultes aujourd'hui. Oui, mais absolument. Absolument. Ça dit que quoi qu'il en soit, moi j'insiste, parce que ces jeunes deviennent adultes, mais vous avez l'impression que ce passage de génération, ce passage générationnel ne s'est pas réellement produit. Pourquoi? On n'a peut-être pas assez bien compris, on n'a peut-être pas assez modulé, on n'a peut-être pas assez intégré ce qui est réellement nécessaire pour nos sociétés. Voilà, donc moi c'est un peu ça mon combat. Donc on peut dire que vous avez une vision politique? Ah oui, bien sûr que j'ai une vision politique. Est-ce que dans le parti, cette vision peut s'exprimer? Mais oh non, vous me connaissez. Vous avez quand même, c'est vrai qu'on est face à la caméra, mais vous me connaissez assez. Je dis ce que je pense. C'est peut-être un défaut. C'est plus un défaut qu'une qualité, mais je dis ce que je pense. Et donc cette vision, moi je l'exprime. Mais regardez, aujourd'hui, vous avez dit, je suis au Parti Congolais du Travail, je suis au comité central. Je suis président du comité du parti à Poto-Poto. Donc je suis le patron du PCT à Poto-Poto. On dirait même que je suis le patron de Poto-Poto parce que le PCT est assis à Poto-Poto. Nous avons trois circonscriptions, nous avons 3 candidats, nous avons les conseillers locaux. En général, vous êtes le parti de la majorité. Je parle de Poto-Poto. Nous sommes en tout cas à Poto-Poto, nous sommes majorité. En 2017, vous aviez été élu député dans la 3e circonscription de Poto-Poto. Alors, vous êtes né à Ouando, dans le département de la Cuvette, dans le nord de la République du Congo. Oui. Il y a plus de 50 ans. Qu'est-ce qui vous a emmené à Poto-Poto? Ah, mais ça, c'est toute une histoire. Mais bon, je crois qu'on n'aura pas le temps de faire cette histoire. Vous savez, je suis né à Fort-Roussé. À Fort-Roussé. Je suis né à Fort-Roussé et... L'ancien nom de Ouando, oui. Je suis né à Fort-Roussé et 4 ans après, j'étais à Brazzaville. Une année après, j'étais à Paris. Donc j'ai un peu, je dis ça tout simplement pour parler un peu, ça c'est un peu mon complexe. Parce que je n'ai pas pu m'imprégner entièrement de mes traditions, de ma culture. Et donc, quand je pars, je vais avoir 2-3 ans, mes parents partent de Fort-Roussé pour aller à Brazzaville. Mais Brazzaville, c'est Poto-Poto. Pourquoi pas être candidat, par exemple? Non, mais écoutez, je vous réponds. Je me suis retrouvé donc à 3 ans. J'étais à Poto-Poto avant d'aller à Paris, en France. Et je reviens, c'est Poto-Poto. Donc c'est Poto-Poto qui nous a accueillis. Moi, mon enfance à moi, j'ai grandi à Poto-Poto. Et l'envie de devenir député et je dois ajouter que j'ai été fortement baigné au cosmopolitisme de Poto-Poto. Poto-Poto, c'est toutes
toutes les tribus, les communautés, vous connaissez. Donc voilà, j'ai vécu ça. Je ne peux pas. C'est-à-dire que je me sens vraiment l'âme d'un potanien. Le nom Feriol Gassakis évoque l'échiquier national. C'est tout le Congo qui connaît ce monsieur qu'on nomme Feriol Gassakis. Pourquoi le choix de Poto Poto et pourquoi député? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir député? Ben parce que j'ai le goût du peuple. J'ai le goût des gens. J'ai l'amour des gens en fait. J'adore ce contact avec les gens. J'adore les échanges. Je suis quelqu'un de très pugnace. Et j'aime discuter, j'aime me convaincre. Même si je ne le fais pas toujours. Mais Poto Poto, j'ai vraiment vécu ça. C'est quelque chose qui est resté ancré en moi parce que je voyais un peu toutes ces communautés. On se retrouvait. J'ai vécu des moments forts à Poto Poto. Autour de toutes ces communautés que je vois. J'adore, par exemple, échanger avec des confessions religieuses, avec des confessions des communautés étrangères, les Maliens, les musulmans. Non, c'est formidable. Et Poto Poto a été ce déclencheur-là qui s'est répandu après sur tout le Congo. Donc Poto Poto a quelque chose de spécial. C'est une ville culturelle. Il y a tellement de symboles et c'est difficile. Je ne pouvais pas m'imaginer ailleurs parce que j'ai vécu ça. Et Poto Poto, en réalité, pour moi, Poto Poto, c'est le Congo. Je me serais retrouvé à Fort-Roussé, à Bunji. Je n'aurais pas pensé que ce soit réellement le Congo. Mais à Poto Poto, vous avez toutes les communautés, tous les pays du monde, toute l'Afrique est représentée. Je pense que c'est là qu'on doit faire la vraie politique. Et il y a quelques semaines, vous aviez été investi par votre parti, une fois de plus, bien sûr, candidat député. Bien sûr. Y a-t-il une explication à cela? Oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le sens, qui a l'amour du travail. C'est quelqu'un qui est apprécié par les communautés. C'est quelqu'un qui est apprécié par les populations de Poto Poto. Je pense que je suis plutôt assez accepté. C'est assez jouissif parce que j'adore ça. J'adore le contact avec l'autre. Alors pour ce deuxième mandat, quelle est la recette pour être réélu? Non, ça je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut laisser le mandant être seul décideur. Mais en réalité, nous allons aller toujours dans le même sens parce que moi j'ai toujours écouté la voix de... Je suis un représentant en tant que député, je suis représentant de ces populations. Et les lois qu'on doit voter, c'est dans leur intérêt. Donc c'est ça, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Souvent on pense que le député, c'est quelqu'un qui vient pour faire du social. Le député, c'est celui qui vote les lois et qui contrôle l'action du gouvernement. Et je n'ai fait que ça. Et je pense qu'on me reconnaît ce mérite. Et bon, voilà, on va continuer à aller sur cette lancée. Mais c'est vrai qu'il faut faire plus de choses. Il faut voter plus de lois. Il faut associer plus... Vous voyez, quand vous allez sur l'avenue de la Paix, on a planté certains arbres ombrageux. Ça, ce sont les populations qui me donnent. Moi, je leur dis, venez, apportez-moi des idées et on voit comment on peut les mettre en exergue. C'est ça mon rapport avec la population. Et quel est le regard que vous portez sur la vie politique à Poto Poto et sur l'homme politique congolais en général? Bon, la vie politique à Poto Poto, je pense qu'on a compris beaucoup de choses. Poto Poto, c'est la porte qui mène au président de la République. C'est cet homme qui a suscité l'engouement, l'adhésion de tous les Congolais. Donc Poto Poto, si on estime, comme la majorité est unanimement pour le président de la République, le camarade... Vous ne direz pas que vous allez faire 100%? Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, parce que nous, on veut que... Il y a une opposition à Poto Poto. Il faut qu'il y ait de l'opposition. Oui, il y a une opposition, mais nous l'avons quelque peu refrénée et maîtrisée, parce que il est difficile de comprendre que cet homme-là ne soit pas pour le mieux-être du Congo. Donc c'est ça d'abord la politique de Poto Poto. Poto Poto, c'est comme qui dirait un bastion imprenable, une citadelle imprenable du président Sassou Nguesso. Maintenant, en ce qui concerne la politique en général, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faudrait qu'on se fasse mutuellement beaucoup de concessions. Il faut que chacun puisse librement s'exprimer. Nous avons opté pour la démocratie depuis très longtemps. La perestroïka étant passée par là, les gens s'expriment. Et le meilleur lieu pour l'expression de la démocratie, c'est l'Assemblée. Et nous le vivons tous les jours parce que chacun s'exprime à l'Assemblée. Souvent, ça peut être tendu, passionné, mais chacun s'exprime. Et nous n'avons pas de scrupules, nous n'avons pas de mal à reconnaître que celui qui est différent de nous, qui pense différemment politique que nous, dit des choses concrètes. Est-ce que dans votre circonscription, il y a beaucoup de votants, des votants congolais?
des sujets congolais? Bah oui, ce sont les plus nombreux, bien entendu. Ah, mais vous savez, tous ceux qui votent, ce sont des Congolais. Donc je ne comprends pas trop votre question. Mais tous ceux qui votent, ce sont des Congolais. On ne peut pas être étranger et voter Congolais au Congo. Ce sont des Congolais. Maintenant, si vous voulez me faire dire, je vous ai dit que la particularité du Poto-Poto, c'est qu'il y a plusieurs communautés. Mais ces communautés-là, quand je dis, on peut les dire religieuses ou étrangères, mais pour la plupart, ce sont des Congolais. Ce sont par exemple les Maliens qui sont nés au Congo, qui sont là depuis, il y a prescription, qui sont là depuis, je ne sais pas, 10, 20 ans, du droit du sol. Et le regard que vous portez sur l'homme politique congolais? Oh, je pense qu'il faut qu'il s'amende plus que ça. Il faut que l'homme politique devienne plus crédible. Il n'est pas crédible à votre avis? Non, si, il est crédible, mais je veux dire qu'il faut qu'il soit plus, parce qu'aujourd'hui, le regard qu'on jette sur le Congolais, surtout, je veux parler sur l'homme politique congolais, je vais parler par exemple du député. On a fourvoyé un peu le rôle, la fonction du député. On s'est trompé. Donc on va vous dire par exemple, ça c'est complètement se tromper, dire par exemple de tel député Ferréol, quels sont les emplois qu'il a donnés aux populations de Poto-Poto, vous voyez? Donc il y a beaucoup d'incompréhension. Donc l'homme politique pour moi, de manière générale, il devrait se remettre en question et repenser d'une certaine manière, redéfinir le rôle réellement du politique. Le politique c'est celui qui gère la cité, mais de quelle manière? Il y a deux aspects, on parle de séparation des pouvoirs, il y a le législatif, l'exécutif, il y a le judiciaire, ce sont ces pouvoirs-là. Il faut qu'on arrive à donner des meilleures définitions. Voilà, c'est ce que je pensais un peu de mon point de vue. Alors, Ferréol Gassakis, auteur, écrivain, poète, auteur, acteur politique, social et culturel, comment se porte le Congo? Si l'on vous demandait comment se porte le Congo? Je répondrai tout simplement que le Congo, il est à la remorque, il est tributaire de tout ce qui se passe, de la conjoncture, parce que le monde, il est aujourd'hui interplanétarisé, il est mondialisé. Donc le Congo ne peut pas se retrouver à l'écart de ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous ai dit d'entrée qu'il y avait certains défis. Mais le Congo doit aussi s'inscrire dans tous ces défis. Mais je redis encore que l'Afrique, c'est le plus grand défi qui devrait nous intéresser. Et vous voyez comment ça se passe, notamment au niveau de l'Union africaine. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons par exemple aujourd'hui la zone de libre-échange que nous avons votée il n'y a pas longtemps au niveau des frontières pour baisser toutes ces barrières. En fait, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire d'abord au niveau de l'Afrique pour que nous puissions demain réellement prendre toute notre place au niveau de cette mondialisation que je venais d'évoquer tantôt. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons d'abord nous affirmer en tant qu'Africains. En 3 mots, le Congo va? Le Congo est à la remorque de la mondialisation et le Congo doit être un peu plus s'exprimer au niveau mondial, international. Ferréol Gassakis, nous sommes presque arrivés à la fin de ce programme. Alors, Ferréol Gassakis, lorsqu'on évoque ce nom, on pense directement à la musique. Oui. Pour ne pas citer des groupes ou des personnes, comment se porte la musique congolaise en général? Bon, vous la suivez toujours? Oui, absolument. Ah, si vous m'avez demandé quelle note je donnerais, je dirais peut mieux faire. Il y a beaucoup de choses à faire et surtout, il faut qu'on puisse inculquer un certain esprit, notamment un esprit de solidarité. Vous savez, on a parlé de littérature, un esprit de fraternité. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans des endroits différents, mais on n'est pas des adversaires. Ce qui nous intéresse, c'est que demain, aujourd'hui plutôt, on puisse dire voilà, il y a une identité culturelle du Congo. Le Congo Brazza, le Congo Kinshasa se reconnaissent à travers leur rumba. C'est ça qui est important. Donc pour la musique, c'est un peu la même chose. On va dire que le Congo citons des noms de Roga Roga, le Congo de Nouvel Horizon, le Faratena. En réalité, je suis toujours resté un peu dans cette musique de trésor. Musique, oui. Il y a à faire. Oui, bien sûr, mais on est dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on doit se laisser emporter et inspirer. Toutes les sorties de disques, vous les avez écoutées? Oh, d'une certaine manière, oui. Vous savez, c'est assez tapageur. Et puis moi, je suis très réseaux sociaux. Je suis vraiment sur les réseaux sociaux et je vois un peu tout ce qui se dit. Mais souvent, je déplore le fait que... C'est trop agressif. Oui, on se tape dessus au lieu de s'entraider, de s'auto-congratuler. Honorable Ferréol Gassakis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben,
des bons jours devant, avant le repos qui s'impose à chacun de nous. Vous souhaitez encore des belles victoires. Je pense que j'ai encore la volonté de me battre. Je suis encore vigoureux. Donc faut me souhaiter peut-être, on peut me souhaiter des bons jours, des belles victoires. Oui, des victoires, je crois qu'il y en a encore beaucoup qui sont parsemées sur mon parcours. On vous le souhaite en tout cas. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été un plaisir de recevoir Ferriol Constant Patrick Gassakis, député de la 3e circonscription de Poto-Poto. Alors, homme social aussi, si vous aviez apprécié le générique de cette émission Face à Maner, Monsieur Ferriol Gassakis ici assis, il faut le dire, que vous aviez eu à contribuer avec cette nouvelle technologie. On a voulu un générique After Effects 3e génération. Oui, vous n'avez pas hésité d'être social. Mais vous êtes mon petit frère. Il faut peut-être le préciser en se vous Merci, c'est partagé en tout cas. Il y a une autre réalité, on a une relation tous les deux. Voilà, c'est toujours un plaisir et vous êtes toujours disponible et merci. On ne va pas trop vous charger parce que vous avez beaucoup de charges et vous revenez d'une conférence de presse. Merci de nous accorder ce temps. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.